Bonjour Bernard, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Olivier. Aujourd'hui plus que jamais et hier moins que demain. Non, c'est ça qu'on dit. Non, non, tout va bien. Dieu merci, tout va bien. On va pas cacher les choses aux auditeurs, hein. Tu es ni plus ni moins que Bernard Marsan. Oui, Et, oui. et on en a des choses à dire sur toi. Bon, alors donc, on va être occupé alors. Ah ouais, on va être occupé, tu vas voir. J'ai envie d'attaquer de suite par un gros morceau, parce que pour moi c'est un gros morceau, c'est quelque chose qui, dans ma jeunesse, m'a vraiment marqué. Alors je sais que tu ne sais pas encore de quoi je parle, mais t'inquiète pas, tu vas le savoir à temps. C'est quelque chose... Quand tu me regardais la télé, t'avais quel âge? Oh là. Tu sais, je vais avoir 60 ans cette année, ça te donne une idée. Ah ben oui, effectivement, oui, Voilà. d'accord. La première chose qui m'a marqué, excuse-moi, c'est pas Récré à deux. D'accord. Non, la première chose qui m'a marqué, c'est la première chose que tu as faite. Enfin, j'espère que je suis bien tombé sur la première chose que tu as faite, mais je pense, parce que j'ai rien trouvé au-delà, c'est Starmania. Eh bien, bien sûr. Ben oui, ça, Wow. c'est vrai que ça a été le spectacle qui m'a plu énormément, qui m'a fait rencontrer effectivement beaucoup de gens formidables, bien sûr. Oui. Ah ouais, Starmania, quoi. Mais c'est même, c'est presque incroyable de débuter par un truc pareil. Ouais, c'est beaucoup de chance, et peut-être sûrement beaucoup de chance parce que effectivement j'ai passé 3 auditions devant Tom Organ, le metteur en scène, Michel Berger et Luc Plamondon. Et la troisième, c'était moi. Il y avait un Canadien qui bataillait juste à côté de moi, défendu par Luc, parce que Canadien, bien sûr. Et il était venu de Montréal exprès pour l'audition. Et finalement, Michel a eu le dernier mot et m'a choisi. Donc, alors double récompense parce que je doublais Grégory Ken. Je sais pas si les auditeurs et toi-même tu te souviens de Chagrin d'amour. Grégory Ken, c'est Chagrin d'amour ensuite, hein. Et Grégory Ken jouait Ziggy. Et moi, je doublais Ziggy parce que fallait absolument doubler. On avait un plateau très dangereux avec des trous partout. Et Tom Organ et le producteur Roland Hubert à l'époque tenaient absolument à ce qu'il y ait des doublures à la hauteur. Oui, et puis à l'époque, dans ces spectacles, ça se faisait, parce qu'on pouvait pas se permettre d'arrêter un spectacle parce qu'il y avait quelqu'un de malade ou de blessé, c'était hors de question. Mais en plus, bon, pour l'instant, tu nous parles de doublure, mais tu l'as fait, le spectacle. Oui, je l'ai joué, absolument, ouais. Ah, oui. Malheureusement, il y a pas d'image au moment où tu l'as fait. De toute façon, il y a très peu d'images de cette... Très peu d'images parce que ça n'a pas été filmé pour des raisons de droit sûrement, de télévision et autres. Il y a des répétitions qui ont été filmées, mais le spectacle en tant que tel n'a pas été capté. Ouais, c'est dommage, parce que alors, quel monument, quel spectacle. Et puis, ce qu'il y a de dingue, on est en train de parler quand même de quelque chose qui a eu lieu en 1979, on est d'accord? Exact. Bon, Exact. eh ben, je suis sûr que ce spectacle-là, mais je parle de celui de l'époque, je parle pas des rééditions, moi je parle vraiment de celui de l'époque. Il sortirait demain matin, il est pile poil dans les clous, il est au goût du jour, quoi. Ah ben oui, alors après, effectivement, il y a eu différentes mises en scène, différents metteurs en scène qui se sont réappropriés le sujet, mais on était déjà à l'heure de l'actualité d'aujourd'hui, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Et puis bon, le personnage de Balavoine, France Gall, Fabienne Thibault, enfin c'est des personnages qui leur allaient comme un gant. Vous étiez tous collés par votre personnage. Moi, enfin vraiment, ça m'a marqué, honnêtement. Mais tu sais, c'est drôle parce que je suis retourné à la première, bien sûr, récemment, à la deuxième première, parce que c'est l'année dernière qu'ils ont remis le couvert. Bon, il y a eu le Covid, etc. Ça a retardé un peu les choses. L'année dernière, il y a eu une première. J'ai pas fait gaffe dans le grand hall de la scène musicale. Je me suis pas vu en photo. Je me suis dit tiens, bon ben il y a pas, c'est pas grave, hein, on peut être oublié, hein. Et puis cette année, j'ai revécu la première et je me suis reconnu. Mais en fait, j'étais tellement méconnaissable que je me suis reconnu, mais dans un second temps, quoi, parce que on était très maquillés. On avait les joues très très creusées avec le maquillage et puis j'avais les cheveux aux épaules, quoi. Donc effectivement, j'ai un peu changé.
Oui, oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que même nous, parfois, on a du mal à se reconnaître. Je suis d'accord avec toi. Mais ça a dû être quand même une sacrée aventure, quoi, de fréquenter des gens de cette pointure dès le départ. Ouais. Mais j'ai revu Luc là récemment. J'ai revu effectivement ceux qui ne sont pas morts. Malheureusement, Michel n'est plus, Daniel, mais France non plus. Mais bon, voilà, Grégory, comment dire, Grégory aussi. Ça fait quelques années. Grégory est mort du sida malheureusement et Étienne Chicot avec que j'avais revu pareil, il est décédé maintenant. Bon ben voilà, ouais, c'est la roue qui tourne. Oui, c'est ce que j'allais te dire. La roue tourne malheureusement, qu'on le veuille ou non. Un an après ça, un an après cette aventure de Starmania, enfin à peu près un an, moi j'ai noté un an, je me trompe peut-être à quelques virgules, mais pas de beaucoup, tu sors un 45 tours qui s'appelle Comme avant. C'est ça. Avec mon camarade Roland Romanelli, écrit par Pierre Delanoë. Pour les musiques, c'est Philippe Gérard et alors avec moi aussi parce on travaille ensemble. Et puis Hubert Itier, et voilà, des gens effectivement. Alors des gens avec qui que j'ai rencontré en fait, pas Roland, mais on a un bassiste dans Starmania à l'époque qui s'appelle Yannick Top, qui est le top du top des bassistes de l'époque. Et je crois que c'est lui qui a dû, ou lui ou Philippe Gérard, qui ont dû me faire rencontrer Roland. Voilà, c'est marrant parce que Roland était à la maison hier soir, on a dîné ensemble parce qu'on a un autre projet en cours. Et voilà, donc mais on n'a pas évoqué cette période-là, c'est drôle. Ouais, bah, oui, mais c'est parce que vous êtes sur autre chose. On en parlera après d'ailleurs. J'ai des petits indices comme ça, mais on en parlera, t'inquiète. On y reviendra. Mais c'est impressionnant, oui, parce qu'en plus, alors, moi j'ai une émission qui s'appelle Le Grenier Musical, où je recherche comme ça des vieux morceaux. Eh ben, tu sais que ce morceau, ça fait un moment que je le recherche. Et je crois avoir mis le doigt sur une pépite que je vais recevoir prochainement parce que je l'ai commandé, mais il est très très dur à trouver, même sur Internet. C'est assez original d'ailleurs. Oui, on m'a déjà dit, effectivement. On m'a déjà dit, je crois que Laurent, organisateur du festival, et Simon m'ont dit qu'ils avaient eu grande difficulté pour le trouver. Mais si tu l'as trouvé, alors moi, je l'ai à la maison, mais effectivement, en numérique, c'est compliqué. Hein. Alors moi, si tu veux, le problème que j'ai, c'est que bon, je l'ai trouvé en vinyle, hein, le 45 tours de l'époque, mais je l'ai pas reçu, donc je ne connais pas son état. Donc j'aurai la surprise quand je le recevrai, en fin de compte. Tu me tiens au courant, bien sûr. Je te dirai ça, oui. Alors, donc tu lances ce premier morceau, puis derrière, on arrive de plein pied dans les années 80, quoi. C'est un peu les années folles, les années 80. Et là, tu commences une série qui s'appelle La vie des autres. C'est ça. Et puis en même temps, j'ai cru trouver, mais je suis pas sûr, mais enfin, je pense que oui, Christophe, ça te parle, ça ? Absolument. C'est avec Antoine Duléry. On est dans la série Christophe de Gilles Legrand et on est des champions de ski, effectivement. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah bon, ça va. Alors mes recherches étaient bonnes alors. Et La vie des autres, ça parlait de quoi ? Parce que je m'en souviens pas du tout, honnêtement. Alors, pour te dire franchement, je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop de quoi ça parlait. Mais effectivement, c'est une série qui m'a occupé un certain temps. Et je crois que de mémoire, c'est peut-être un garçon comme Traeger ou Michel Traeger qui devait réaliser. Mais en tout cas, voilà, c'est très très enfoui dans ma mémoire. Je sais plus trop de quoi ça parlait. Je suis désolé. Faut dire que oui, non, mais ne sois pas désolé parce que les auditeurs ne savent pas tout encore. Mais moi, j'ai un petit peu ton parcours dans les mains. Si tu arrivais à tout retenir, tu serais peut-être dans le livre des records, à mon avis. Parce que tu as quand même touché à beaucoup de choses et puis tu es un passionné. Et c'est ce que j'aime en toi quand même, c'est ce côté passionné pour ce que tu fais. On se retrouve en 1982 et là, on va parler de la Reine des Neiges déjà. Tiens. Ah bah oui, grand souvenir. Alors à deux années consécutives, une première année avec Jean-Marc Thibault et son épouse Sophie Agazinski. Et j'interprète le petit Kay, en fait, le petit Kay ou petit Ken, comme tu veux. C'est un conte d'Andersen. Et je joue avec une fille qui s'appelle Ninou Fratellini, qui joue ma petite copine de jeu. On est des enfants, hein. On est des enfants. Pas dans la vraie vie, mais sur scène, on est des gamins et on est dans le Grand Nord. Et comme le décrit le conte d'Andersen, je vais être happé par la Reine des Neiges pour qu'elle
qu'elle puisse m'emmener avec elle et me m'ôter de ma grand-mère et de ma petite copine Gerda. Très belle histoire. Et la seconde année, alors là, sous des chapiteaux énormissimes, Olivier, des chapiteaux Fanny, 5000 places, Oh là là. des trucs de dingue, trois représentations par jour. Enfin, ouais, vraiment, on mangeait sur place avec Jean-Marc, on casse-croûtait tous les deux. Il m'a fait découvrir les cornichons à la russe parce qu'il adorait ça. Voilà, j'ai appris à patiner donc sur de la moquette rase avec des patins à l'époque. C'était pas des patins en ligne, c'était les quatre. Enfin, on en fait encore. Hein, les quatre roues comme une voiture, quoi. Oui, l'origine du patin à roulette. Hein. Voilà, exactement. Donc j'apprends à patiner pendant 2 mois. Je patine sur scène, je chante sur scène en direct effectivement, grand souvenir. Et Jean-Marie Prolier la seconde année parce que Jean-Marc est occupé avec une série qui a très très bien marché qui s'appelait Maggie. Ah, Maggie. Ouais. Qui n'a pas connu Maggie de notre génération? Personne, à mon avis. C'était extraordinaire. Oui, à chaque fois, quand même, tu côtoies du grand monde, en fin de compte. À chaque coup, Ouais, c'est vrai qu'on j'ai eu de la chance. Bah oui, c'est les rencontres, tu vois. C'est tout simplement les rencontres. Ouais. Enfin, de la chance, mais quand on fait 3 représentations par jour, ça s'appelle pas de la chance, ça s'appelle du boulot. Hein. Ouais, c'est du vrai boulot. Ah Ouais. ouais, C'est vrai qu'on était bien entamé physiquement. C'était lourd. C'était lourd, mais bon, moi j'étais jeune, hein, ça fonctionnait. Hein. Alors, je vais te poser une question qui a rien à voir avec tout ça, quoique c'est toi qui m'as donné l'indice. Tu m'as parlé de cornichons à la russe. Qu'est-ce que c'est comme cornichon? Ben, c'est les gros cornichons, tu sais, qu'on mange en croquant comme ça, comme un radis, quoi. C'est des très gros cornichons, mais qui ne sont pas autant acides que les petits cornichons au vinaigre que tu peux mettre avec le pâté de campagne. D'accord. C'est du gros cornichon et qui se mange, qui est beaucoup plus doux. Ça s'appelle de l'aigre doux d'ailleurs. D'accord, ben voilà, je connaissais pas. Donc, hop, Voilà. une connaissance de plus, c'est magnifique. Et oui, et tu avais chanté entre autres le titre J'ai perdu le sens des lettres. Absolument. J'ai perdu le sens des lettres. Que m'a fait réécouter récemment Simon, justement, qui est en première ligne de ce festival et qui réunit plein de souvenirs comme ça. Il m'a fait réécouter l'autre jour à l'antenne. Alors, tu continues ton bonhomme de chemin, parce que pour l'instant, côté acteur, tu t'es quand même pas mal débrouillé pour tes premières années, parce que là, ce qu'on vient d'annoncer, quand même, c'est très serré. Hein. Tu as démarré en 79, on est seulement en 82, 83, donc c'est impressionnant à la vitesse où tu tournes et où tu travailles, quoi. Ouais, ça s'enchaîne. Ouais, j'ai la chance que ça s'enchaîne. Voilà, après, il y a un téléfilm, La Terre et le Moulin. Ah ouais, grand souvenir avec Jacques Artaud, réalisation. Grand moment du vrai cinéma, mais à la télé, en fait. Donc, avec un confort et qualité de tournage et du scénario. Et vraiment un grand bonhomme, Jacques Artaud. Petit bonhomme par la taille, mais grand bonhomme parce que il a réalisé des téléfilms magnifiques. Enfin, il a un palmarès extraordinaire. Non, Jacques Artaud, on était dans le Lot, dans le Quercy précisément, et vraiment que du bonheur parce que un tournage, oui, très très intelligent. On se met dans la peau des personnages. On rentre dans le monde paysan. C'est vraiment. Puis moi, je viens de là, donc c'est quelque chose que j'ai fait facilement avec l'accent du pays, quoi. J'adore l'accent du Midi. Et donc j'ai fait cet accent qui sonnait juste. Non, c'était vachement bien. Et puis on se retrouve en 84, et là c'est un moment important aussi dans ta carrière, puisque tu vas rencontrer Jacqueline Joubert, et puis là c'est le casting pour le fameux Récré à deux. Alors casting impressionnant, vu les personnes qui sont à côté de toi, qui auraient pu te piquer la place, tu peux nous en parler un peu? Ouais, t'es au courant, non? Oui, sinon je te poserai pas la question, mais ça m'impressionne ça. Avec Christophe de Chavannes, ouais. Il est juste avant moi, il est dans le hublot de la. On passe les castings à l'époque
dans le hublot de la speakerine, parce qu'il y avait encore des speakerines à l'époque. C'est un truc qui fait 3 mètres carrés, quoi. C'est tout petit, c'est du verre. C'est assez, c'est assez. Faut pas être claustro, hein. Donc, et je le vois à l'intérieur. J'arrive et je passe juste après lui. Et effectivement, encore une fois, j'ai eu la chance que Jacqueline décide pour moi. Sûrement parce que elle avait préféré à ce qu'avait fait De Chavannes. Et puis après, on a connu De Chavannes, évidemment, plus que jamais dans ce qu'il a fait de très très bien ensuite. Donc, il a bien fait de ne pas être pris sur Récréa 2. Ça se trouve, il n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite, quoi. Oui, tout à fait. De toute façon, je pense que chaque chose qu'on choisit, chaque acte qu'on va faire dans notre vie, ben, nous emmène ailleurs, en fin de compte. Hein. Exactement. Exactement, exactement. C'est pour ça que je dis ça. Oui, oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais alors là, c'est quand même un sacré tournant dans ta carrière, ça t'amène autre chose. Moi, j'ai plein d'images en tête qui me viennent. Hein. Mais enfin, je suis bluffé parce que tu es passé quand même du rôle de chanteur, acteur, comédie musicale, quelque part. C'était un petit peu ton créneau, à animateur d'émissions pour les enfants. Ouais, mais c'est un tout. Hein. Tu sais, je pense que quand on a l'envie, un petit peu de talent, on y arrive très bien parce qu'un acteur est capable me semble-t-il, hein, de présenter. Et puis on a ça en nous. Je pense que ça doit être en nous. Oui, C'est pas plus compliqué que ça. Hein. oui, Après, oui. tu t'en rends compte si c'est pas pour toi, mais c'est vrai que puis on faisait beaucoup de directs aussi. Hein. Il y avait beaucoup de directs avec Récréa 2. On faisait du direct, de chez direct, hein, fallait pas se planter. Il y avait beaucoup d'enregistrés, mais il y avait aussi du direct. Et là, il faut être sûr de son coup. Hein. Ah ouais, ouais, t'as pas le droit de te louper. Et puis bon, bah, t'étais bien entouré en plus. Il y avait du beau monde à l'époque. L'équipe de Récréa 2, c'était quand même quelque chose. Alors, toute cette période Récréa 2, je pense qu'elle t'a apporté beaucoup parce que, bon, bah déjà, t'as fait des choses quand même très différentes d'ailleurs dans Récréa 2 parce que, bon, ce côté animateur, c'est ni plus ni moins qu'un grand rôle avant tout. C'est ça. Hein, on est d'accord, hein, ça se prépare comme un rôle, je pense. Oui, c'est vrai. Et après, en parallèle, il y a les dramatiques qu'on enregistre donc avec différents personnages, des petits sketchs, des histoires plus ou moins longues. Donc on avait aussi des dramatiques qui devaient faire. Des fois, ça faisait du 30-35 minutes qu'on découpait en plusieurs feuilletons pour diffuser ça le mercredi après-midi. Pour nos admirateurs, quoi. Non, non, c'était bien. C'était une double casquette, effectivement. Il y avait le métier d'acteur, et puis il y avait le métier de présentateur. Ouais. Ouais, et Ouais, puis ouais. ça, je suis sûr que là, les auditeurs qui écoutent et qui ont fait partie de la génération Récréa 2, aïe, ils t'ont tous en tête. Là, c'est bon, ils ont le personnage dans les yeux, c'est fini, ils ne le quitteront plus. Et je suis tombé, moi, alors, sur un enregistrement qui m'a bien plu, mais je pense que tu connais, mais je suis pas sûr que tu l'aies encore, tu me diras. Vous avez fait donc une chanson, tous ensemble, toute l'équipe Récréa 2, qui s'appelle, de mémoire, c'est Un arbre, un enfant. Alors, je ne vais pas te cacher la vérité, je l'ai réécouté hier soir, ça faisait quand même une paire d'années que je ne l'avais pas écouté. Ben, tu sais que j'ai dormi en chantant toute la nuit. Hein. Ah, ça se retenait bien? Ah, elle est atroce. Une fois que tu l'as en tête, le rythme est tellement bon, les paroles sont belles, tu ne peux plus la laisser tomber, tu l'as, elle est là. Alors j'ai une mauvaise nouvelle quelque part pour les auditeurs, c'est que c'est la chanson qui va servir de générique de fin à toutes les interviews que j'envoie là pendant une semaine et demie. Donc à la fin de la semaine et demie, ils connaîtront la chanson par cœur. Parfait. À l'initiative de la femme de Cabu, en fait, parce que on voulait faire une BA tous, et je crois elle s'investissait dans effectivement l'AICF, si je ne me trompe, donc pour aider les gens qui n'arrivaient pas à manger. C'était avant Coluche, ça. Hein. C'était avant les Restos du Cœur, et donc on l'a fait, et on a vendu. Je sais pas trop combien on a vendu de disques, mais en tout cas, tous les bénéfices sont allés directement dans les caisses de la ICF. Et puis en plus, alors je peux le dire, il a été très très bien interprété. Tout le monde a joué le jeu. C'est un disque, en fin de compte, une chanson qui s'écoute super bien parce que justement, il y a pas de fausses notes, on entend toutes les voix, on reconnaît quasiment tout le monde. J'ai trouvé ça extraordinaire, moi. Bon.
En 86 aussi, bah, tu continues à chanter malgré ton côté Récré à 2 qui est là, qui est bien présent. Je ne sais pas combien te prenait de temps Récré à 2 par semaine. Tu te souviens un petit peu en moyenne? Écoute, c'était du maximum, ça devait être du 3 jours par semaine, quoi. Ouais, Ah à peu oui, donc vous près. n'étiez pas mauvais parce qu'en 3 jours, faut pas se louper, hein. Non, faut pas se louper. Ouais, de 2 à 3 jours. Ouais, je pense, à peu près ça, ouais. Donc du coup, bah, tu continues quand même ta vie, entre guillemets, à côté de tout ça. Et par exemple, j'ai noté le Chevalier des Étoiles. Ça te parle, ça? Oui, bien sûr, ça c'est Alain Boublil, c'est celui qui a fait Les Misérables avec Claude-Michel Schoenberg. Et effectivement, dans Le Chevalier des Étoiles, il y avait deux titres que j'ai défendus, donc deux ou trois, je sais plus. Et donc, effectivement, on est allé enregistrer à Londres. On a fait un extrait 45 tours qui s'appelait The Lunatics. Et tu l'as vu ce disque-là, non? Alors, je l'ai vu, mais honnêtement, je ne l'ai pas. Donc ça fait D'accord. partie de mes recherches qui vont démarrer là dans pas longtemps parce que je le veux. Ouais, Il y ouais, a des ouais. choses comme ça qu'on a envie, c'est collector. Et puis en plus, sur ce disque, on retrouvait une certaine Claude Moran. Ah, il y avait Moran, effectivement. Il y Eh avait oui. Moran qui était sur, ouais, absolument, absolument, qui était dans le projet, ouais, bien Ouais, ouais, sûr. ouais. Et puis moi, j'ai eu l'occasion quand même de l'écouter. Eh ben, c'est très joli aussi, ça passe très très bien. C'était très très beau, bravo. C'est Signé, signé Alain Boublil. ouais, ouais, voilà. Bah, il y a des choses comme ça où les signatures parlent pour elles-mêmes. Mhm. Et puis en 87, ben, vous vivez un grand moment à Récréa 2, c'est le départ de Dorothée. Un peu consterné, on était. Jacqueline Joubert, je pense que ça l'a rendu carrément, franchement malade. Et bah oui, elle embarque pour TF1 parce qu'il y a des intérêts plus forts sur TF1 et elle va effectivement nous quitter et le château va s'écrouler en fait quelque part parce que c'était quand même la locomotive, c'était elle. Et donc Charlotte et Marie, nous on se détache de Récréa 2 et Charlotte et Marie, tant bien que mal, essaient de prolonger un peu l'aventure, mais c'est pas très long en fait. Et donc ça périclite parce que je pense que Jacqueline jette l'éponge, n'est pas loin de la retraite, etc., etc. Et ça va finir malheureusement au tiroir quoi. Oui, et puis je pense que elle a sûrement un peu jeté l'éponge parce qu'elle était quelque part, et ce que je peux comprendre, vexée de Ouais. la trahison, on peut dire de la trahison de Dorothée. Ouais. C'est exactement ça. Enfin, moi, je me mets à sa place, hein. Bien sûr. C'est Bien pas sûr. cool. Mais c'est sûr que oui, ça a forcément, du coup, laissé un petit peu l'équipe de côté. Malgré tout, ce qui s'en est suivi quand même au niveau Récréa 2, eh ben, c'était bien. Ça continuait à être bien, hein. C'est juste Oui, que, oui, 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 bien sûr. Mais après, voilà, le temps était compté, quoi. voilà, c'est ça, tout à fait. On te voit apparaître aussi dans un épisode de Navarro. Donc, t'as rencontré Roger Hanin aussi, alors, du coup. Oui, j'ai croisé Roger Hanin, bien sûr. Bien sûr, non, non, mais voilà, on tourne à Beson, en banlieue parisienne. C'est très agréable, c'est très, tu sais, à l'époque, c'est Mitterrand qui est au pouvoir, c'est donc le beau-frère de, Oui. on a caché aux auditeurs, c'est donc le beau-frère de Roger Hanin et il a tout pouvoir, Roger Hanin. Donc il y a une production qui est à la hauteur et on a des moyens colossaux et lui il enchaîne les Navarros pendant des années. Et effectivement, le réalisateur s'appelle Serge Leroy, un garçon que je rencontre dans un stage qui s'appelle Carte Blanche. Et là, il me fait tourner, effectivement, il me propose un rôle. Ça, c'est grand. Et Navarro, juste une petite question sur lui, tiens, comme ça, puisqu'on est ensemble. Il était un petit peu comme dans le film, c'était quand même quelqu'un qui dirigeait un petit peu les commandes, non, dans sa vie. Oui, c'est vrai. Hein, C'est je vrai pense, qu'il hein. n'était pas très différent du personnage Navarro, donc ouais, en moins exubérant quand même, parce que quand tu fais l'acteur, mais oui, oui, c'était assez proche effectivement de. Il avait un gros pouvoir effectivement à l'époque, aussi bien sur les plateaux que hors plateau. Oui, 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 bien voilà, sûr. c'est l'image qui m'avait laissé, moi. C'est ça. Et puis après, bon, la vie continue, il se passe quand même pas mal de choses. Et puis en 2001, tu décides de quitter Paris.
Exact. On en a marre d'être dans un appartement trop petit. Nos filles sont entassées, entre guillemets, dans une seule chambre. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et on a une maison de campagne dans l'Aisne. Et on va souvent, de l'Aisne, on est à 30 km, 40 km de Reims. Et on va souvent à Reims parce que mon épouse a sa famille, ses grands-parents dans le coin, près de Reims, et on va donc souvent, on va les voir et on va souvent à Reims et on trouve que la ville est super. Et on se dit, mais pourquoi on s'installerait pas à Reims et on s'installe à Reims. Ouais, Donc puis, on quitte Paris en 2001 jusqu'en 2014. Et là, on va faire plein de choses aussi sur Reims. On transporte notre savoir et on va effectivement continuer avec notre bâton de pèlerin, on va continuer nos activités théâtre et musique. oui, parce que c'est vrai que je vais me permettre une chose. Alors, je t'ai pas prévenu, mais ça, c'est pas grave. On parle beaucoup de toi, mais ta compagne, elle est hyper importante dans ta vie. Elle est toujours là à côté de toi, en fin de compte. Mais elle est complètement importante parce qu'on travaille ensemble, en fait. Tiens, je vais te poser une question, juste pour que les auditeurs voient qu'on raconte pas de bêtises. Elle est où, là, actuellement, à cette heure-là? Là, elle me regarde, là. Elle vérifie si je dis pas de bêtises. Mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que j'étais sûr qu'elle était à côté de toi. Elle est sur son ordi, elle travaille, elle fait autre chose, mais elle est en face de moi. Et alors, elle est comédienne aussi, et on se connaît dans les années 90. On se connaît dans les années, mais t'as zappé quand même un truc très très important, mais je vais te le. Mais je fais exprès de zapper des trucs, c'est pour voir si tu suis. Voilà, je suis. Avant de partir en 2001, on se rencontre en 90 et on a la chance donc elle joue au théâtre. Elle joue au théâtre avec George Wilson et Jacques Dufilot au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Et ensuite, la pièce part en tournée. Et le technicien qui jouait le rôle, qui était un petit rôle, ne peut pas suivre. Il doit rester au Théâtre de l'Œuvre. Et George Wilson me rencontre et sans m'auditionner parce que techniquement je devais être à la hauteur et puis sur le plan artistique aussi, je correspondais au personnage. C'est moi qui ai fait la tournée avec Bernard Fresson et Jacques Dufilot. Voilà, parce que George Wilson ne pouvait pas, il montait Eurydice avec Sophie Marceau, donc il pouvait pas partir en tournée. Et donc on est parti en tournée 5 mois sur les routes de France, de Suisse et de Belgique. Dans les années 91. Et puis là, tu as encore recité des noms, moi, qui me... Bernard Fresson, Jacques Dufilot, enfin, c'est tous des noms qui me bluffent, parce que c'est des gens que j'ai adorés. Bah oui, bien sûr. Bah, grand metteur en scène, George Wilson, grand acteur aussi. Ouais, très agréable, de haute précision, quoi. Donc, une pièce magnifique qui s'appelle Je ne suis pas Rapaport. Eh oui, ben là, alors là, je vais être honnête aussi, hein, j'aime bien, moi, l'honnêteté. Je n'avais pas l'info, honnêtement. Bah, t'avais pas l'info, voilà. 91, donc tourné après 3 ans quand même de Théâtre de l'Œuvre, où ma compagne Virginie n'a pas joué pendant 3 ans parce qu'elle a remplacé une comédienne qui était avant elle, mais t'as joué combien de temps? 1 an. Elle a dû jouer 1 an au Théâtre de l'Œuvre et puis ensuite tourner. Et passe-lui un tout petit peu le micro, enfin le téléphone, qu'elle nous dise bonjour. Oui, bonjour Olivier. Bonjour, je savais que vous étiez à côté, vous ne pouviez pas être ailleurs. Donc je voulais absolument vous saluer, tout simplement. Oui, mais vous voyez, ça fait 34 ans que nous sommes tout le temps à côté l'un de l'autre, pratiquement. Alors je vous rassure, je travaille aussi avec ma compagne, qui est à côté de moi d'ailleurs à cette heure-là aussi, qui me fait beaucoup de recherches et tout dans ce domaine. Et c'est important d'être bien accompagné. Bah oui, puis on a les mêmes passions, les mêmes envies, donc on écrit ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Voilà, ben, ça me fait plaisir de vous avoir entendu. Ça aurait été dommage de faire l'interview sans vous écouter. C'est gentil. Je vous repasse Bernard. Merci beaucoup. Au revoir. Ah oui, tu peux faire une deuxième émission sur la compagne de Bernard Marsan. Ah ouais, non, mais c'est important parce que tu vois tout ça dans un univers, quand on est auditeur, on n'a pas cette vision, en fin de compte. C'est pour ça que j'aime bien parler avec vous, moi. Ben, c'est tout simplement parce qu'on découvre des petites choses. Tu vois, par exemple, quand tu passes pour Récré à deux, quand tu passes avec De Chavannes, ben ça, on le sait pas, nous. Une fois que tu as été choisi, le reste n'existe pas. Ta compagne, eh ben, on la connaît, mais on ne sait pas que c'est ta compagne. Et c'est dommage. Et si je te parle de sa carrière, alors tu vas être totalement bluffé. Tu vas être au sol. Hein.
Ben, on prendra le temps d'en parler après. On finit la tienne et puis après, on se donne quelques minutes pour en parler. Tiens. Alors, donc, tu es parti, tu as quitté Paris, et puis là, il y a quand même un boulot de fou au niveau metteur en scène. Oui, alors la particularité d'aller dans une ville de province comme ça, c'est que qu'on va se donner, c'est de travailler avec des jeunes lycéens, des jeunes étudiants, sur des sujets de société. C'est-à-dire que on se branche avec la mairie de Reims. C'est le cas de le dire. On voit quels sont les besoins, etc. Et on met le doigt sur la politique de la ville. Ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Et c'est surtout qu'est-ce qui va pas. La politique de la ville, elle est là pour aller dans l'axe le plus le plus souhaitable pour ses concitoyens. Et donc, il y a plein de problématiques, comme dans toutes les villes. Et ces problématiques-là, nous, culturellement, on va essayer de redresser la situation à travers des écritures. Alors, on va travailler sur la peau de l'autre. La peau de l'autre, c'est, comme son nom l'indique, c'est travailler sur les discriminations. On va travailler sur la prévention de la délinquance. Un spectacle qui s'appelle Mauvaise Herbe. Le tout premier spectacle qu'on a fait, c'était sur l'écologie. Voilà, donc on va prendre des thèmes forts et mettre des jeunes sur scène devant des jeunes. Donc on a l'intérêt, c'est que on a des jeunes sur scène et c'est leurs potes et d'autres, des lycées, etc., qui vont venir des collèges, qui vont venir les applaudir. Donc on a un lien très fort avec les enseignants qui vont travailler sur les mêmes thématiques que nous. Nous, on va répéter pendant toutes les vacances avec ces jeunes et on va servir un spectacle au bout d'un an et demi, quand on est prêt. Oh, ça c'est magnifique parce qu'en plus, côté éducation et apprentissage pour cette jeunesse, c'est hors norme. C'est complètement ça. Donc on travaille avec des éducateurs, on travaille avec, tu vois, c'est vraiment on est partie prenante avec la municipalité, le conseil général, le conseil régional et puis le jeunesse et sport, enfin tous les partenaires intéressés autour de la jeunesse qui vont effectivement nous subventionner, nous aider à monter, puis on a des sponsors privés bien sûr aussi. Donc on va faire un espèce de programme avec en vitrine leurs annonces et non c'est un super moment et on accède comme ça à des salles à Reims, on va travailler à l'opéra, on va travailler à la comédie. Oui, on les amène sur des vraies scènes nationales quoi. Ah puis on sent que c'est quelque chose qui t'a tenu à cœur, ça s'entend encore, hein. Ouais, complètement. Ah oui, c'est magnifique parce que de toute manière, moi aujourd'hui je travaille avec des amateurs entre autres. Je suis dans le monde professionnel toujours avec notamment, on en parlera tout à l'heure. On a un projet avec projet d'opéra avec Roland Romanelli, mais outre cela. J'ai des ateliers amateurs. Et moi, je pense que les amateurs doivent être traités de la même manière que le monde professionnel. La seule différence, c'est qu'ils font ça pour leur plaisir, mais qualitativement, ça doit être au même niveau. Parce que sinon, moi personnellement, ça m'intéresse pas de faire des choses moyennes. Je veux les emmener au plus haut pour qu'ils ressemblent complètement à des comédiens professionnels. Quand ils donnent sur scène, il faut que ce soit parfait. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Après, le reste, c'est de la cuisine. Payé, pas payé, peu importe. Je parle pour les comédiens amateurs. C'est eux qui payent pour faire partie de l'atelier. Le comédien professionnel, lui, il est rémunéré pour faire son boulot, mais le boulot doit être le même. Pour ça, je te félicite parce que ça a dû vraiment les aider, mais même dans leur vie, pas que dans ce côté acteur. Ça les a aidés pour leur vie. On a décoincé des situations. On avait des mômes un peu borderline, comme on dit, qui étaient un peu limite délinquance sur certains projets et qu'on a remis. On a eu le sentiment de les remettre sur les rails, quoi. Donc ça, c'est magnifique, quoi. Ah bah ouais, là au moins, tu as le sentiment de servir à quelque chose. D'être utile, exactement. Spectacle utile avec effectivement des jeunes qui auraient pu mal tourner, quoi. Mais si on regarde quand même ta vie,
ta carrière, ton CV, on va dire, si on peut appeler ça un CV. Moi, j'aime pas trop appeler ça un CV parce que un CV, on l'embellit, on fait des choses. Non, non, toi, ta vie, elle est tellement belle que t'as pas besoin de l'embellir. Donc, si on regarde ta vie, toute ta vie, elle a été portée là-dessus, en fin de compte, parce que déjà, à Récréa 2, t'essayais quand même d'amener une touche pour faire grandir les gens qui te regardaient. Oui, c'est pas faux. Hein. Oui, oui, sûrement, mais je m'en suis pas rendu compte. Hein. Ouais, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire et donc ça allait dans ce sens-là. Et puis la rencontre avec Virginie aussi, on était dans la même envie, donc voilà, ça a matché quoi. Ah oui, mais oui, oui, automatiquement à deux, on va plus loin, comme on dit. Et puis après, donc, allez, on continue, on rentre à Paris. Tiens, on est en 2014, je crois, ou 2015, 2014, non? 2014. Hein, 2014, tu rentres à Paris, mais tu... Noël 2014, l'année 14 est finie. Hein. On est vraiment à la veille de 2015. Ah, c'est peut-être pour ça que j'hésitais. Alors. On déménage le soir de Noël. Ah, quand même, alors là, il y a un sacré choix. C'est pas simple, hein? On emménage à Paris le 24 au soir. Ah oui, oui. Tu me diras, c'est un beau cadeau de Noël, quelque part. Allez, c'est reparti. Oui, absolument. Et puis, bon, tu continues, hein, t'arrêtes pas tes projets de metteur en scène et tout, bien au contraire, tout continue. On développe même plus que jamais sur Paris, en atelier, en écriture, et on n'est pas loin, effectivement, de commencer à penser avant le Covid, effectivement. On n'est pas loin de penser à notre opéra, sur lequel on est toujours. Oui, tout à fait. Moi, j'avais noté aussi la babysitter. Ouais. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Voilà, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Et puis tu t'intéresses, t'adores le théâtre, toi, en plus, donc. Ouais, ouais, absolument. Donc on travaille avec effectivement, qu'ils soient amateurs ou professionnels. On monte des pièces, on s'amuse à travers cette association à l'époque parce qu'on en a qu'une et après on en monte une autre à Paris. Donc ces deux associations font la même chose, musique et théâtre. Ouais. C'est impressionnant. Moi, je suis vraiment, vraiment impressionné. Et puis là, donc, tu travailles sur un projet depuis quelque temps, mais un gros truc, là encore. Oui, alors c'est ça. On est sur l'opéra électroclassique qui s'appelle provisoirement qui s'appelle Gaïa, mais je ne sais pas si ça s'appellera comme ça. Et là, c'est un chantier effectivement qui a démarré il y a 5 ans, Virginie. 4-5 ans. Et on est toujours dessus. Donc, on va faire un teaser, là, ce qu'on appelle un pilote, pour pouvoir proposer aux productions. Et donc, on est en train d'affiner avec Roland, qui était hier soir à la maison. On va essayer d'affiner un peu les choses, parce que Jean-Félix Lalanne, le frère de Francis, nous a fait des arrangements. Je connais bien Jean-Félix. Voilà, et donc il nous a fait des arrangements et on veut essayer un peu d'optimiser les morceaux dans un registre plus classique. Donc on va retravailler dessus, Roland va nous refaire un piano sur une chanson qu'une de mes filles a composée. Enfin voilà. Donc on se remet au boulot parce que c'est l'éternelle chance pour mener un projet à bien, me semble-t-il, c'est de remettre le couvert à chaque fois si on a un doute. Et comme on est dans le doute, eh ben, on va refaire des choses et puis proposer peut-être plus rapidement qu'on ne le pense. Je ne sais pas, on va voir. Je voudrais m'entourer d'un costumier c'est un mec qui débute, hein, il s'appelle Jean-Paul Gaultier. J'aimerais bien qu'il nous fasse les costumes, tu vois. Donc je vais aller le voir et je vais lui faire écouter notre teaser dès qu'on sera prêt. Mais même si c'est dans un an, c'est pas grave. Et puis après, voir peut-être des producteurs qui seraient intéressés pour nous produire sur l'album total et monter le spectacle. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Magnifique, magnifique. C'est une très belle histoire. Mais je pense qu'avec Roland hier, ça a dû discuter sec alors. Ouais, ça a discuté. Et puis d'autres choses aussi, parce que c'est un vieux copain, Roland. Donc voilà quoi. J'ai fait mon premier disque avec lui, donc ça ne s'oublie pas quoi. Et puis c'est un type qui a le cœur sous la main, qui a le père de Virginie a fait des films amateurs aussi.
de son métier, il était bijoutier, mais il a fait des films en tant qu'amateur et il avait habillé musicalement un de ses films. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant un long moment, mais finalement qui nous lâche pas, quoi, qui est avec nous, quoi, qui est un ami. Ça, c'est beau, ça, c'est magnifique. Eh ben, écoute, déjà, je vais souhaiter plein d'avenir à ce projet. C'est un projet qui a l'air très, très agréable et très intéressant. Et inutile de te dire que, ben, au fur et à mesure que le projet avance, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et à me tenir au courant. Ce sera avec plaisir que j'en parlerai. Ok. On va parler un petit peu du festival de Lens quand même, parce que là, c'est dans quelques jours, hein, il va falloir se préparer, il va falloir partir sur Lens, et puis spectacle Récréa 2 entre autres, c'est le festival Sitcom Vention Japan, c'est à Lens, c'est le 10 et 11 février, et toi, bien sûr, eh ben, tu y seras. Bien sûr. Bien sûr, on y sera, j'espère, le plus grand nombre. J'ai appelé Luc Hamet l'autre jour parce que le directeur du théâtre de Edgar, il a fait un petit court séjour sur Récréa 2. Je lui dis, mais il me dit, écoute, je suis pas au courant. Donc je pense que peut-être Laurent, l'organisateur, a tenté de le joindre. Il sera peut-être avec nous. Mais je pense qu'il y aura effectivement beaucoup de monde autour de cette famille Récréa 2. Oui. Oui, il va y avoir beaucoup de monde. Moi, j'ai des petites indications au fur et à mesure qui tombent. Il va y avoir beaucoup de monde. Raconte-moi un petit peu la carrière de Madame. Alors, je vais être obligé de te la raconter parce que effectivement, elle vient de partir. Alors, Madame a travaillé avec différents acteurs également. Elle a travaillé avec Jean-Claude Brialy. Elle a travaillé avec Bruno Kremer. Donc, elle a tourné aussi au théâtre avant que je la rencontre. Et puis après, donc, il y a eu une rencontre où on a été dans la même pièce. Je ne suis pas Rapaport dont je te parlais tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et bon, beaucoup d'écriture ensemble et puis de projets communs depuis que nous vivons ensemble depuis maintenant 33 ans. Et j'ai entendu aussi, alors je suis curieux, hein, moi quand on me parle j'écoute, hein, et j'ai entendu que tu avais une des filles qui composait de la musique. Oui, bah tu sais, elles sont dans le milieu. Alors j'ai trois filles. J'ai trois filles qui effectivement sont dans le milieu un peu le même que le nôtre. J'ai une grande qui est dans la production, donc qui travaille dans la pub et le cinéma, qui est assistante de production et des fois directrice de production. J'ai une deuxième qui a fait les actes à Liège, qui est une école, qui est une grande école de théâtre, donc très pertinente et qui a fini ses études de théâtre et qui maintenant monte ses pièces, etc., joue, enfin bref. Et puis la troisième, elle fait les beaux-arts, elle est en études et elle fait les beaux-arts à Aix-en-Provence. Donc tu vois, ça touche quand même un peu le domaine artistique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, ça peut presque annoncer un opéra familial, ça. On verra. Alors donc la troisième, la dernière, elle a composé une musique dont on a parlé avec Roland hier et il veut parce que c'est un grand musicien, Roland Romanelli. Roland Romanelli, c'est Barbara pendant 20 ans de vie commune, c'est tout ça quoi. Hein. Et Roland veut se réapproprier un petit peu, arranger un peu la musique que ma fille a faite et refaire chanter ma deuxième fille parce qu'elle chante dedans dans le projet. Donc on va se voir là prochainement pour réhabiller ou un peu déshabiller les morceaux qui sont trop habillés justement dans les arrangements de Jean-Félix Lalanne. Et donc on va revisiter tout ça et puis refaire chanter Mathilde et sur quelque chose qu'il va sur la chanson en question qu'il va revisiter aussi. Donc voilà, on se remet en question pour savoir si quelle est la meilleure formule à présenter quoi. Bien sûr. Bah, surtout que dans ce domaine-là, on n'a pas trop le droit de se louper. On n'aura pas 40 présentations. Donc. Exactement. Tu te loupes une fois et tu reverras pas le producteur en question parce qu'il ne voudra plus te voir. Non, parce que le truc est marqué en rouge, c'est fini. C'est ça. Tout à fait. Donc on va essayer de ne pas se rater. Eh ben, écoute, vu le boulot que vous faites, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup d'erreurs à la fin. Oh, ça veut rien dire. Alors, tu sais, c'est pas parce que... Non, on peut se gourer. Hein. Ouais, mais vous êtes quand même bien entourés, tous, vous vous entourez les uns les autres, c'est déjà pas mal. C'est quoi une bonne chanson, tu vois? On se posait la question hier soir avec Roland, c'est quoi
Ah, C'est pas une chanson. alors, tu sais qu'on est beaucoup à se la poser. Et moi, depuis le temps, moi, je suis un passionné de la musique depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai des chansons, encore aujourd'hui, je n'arrive même pas à expliquer pourquoi elles ont été bonnes. Ben voilà. Tu vois, c'est ça le truc. C'est quoi une bonne chanson qui va marcher? Alors évidemment, si tu passes 5 fois par jour sur RTL, c'est sûr que ça va rentrer dans les cerveaux. Mais le public, il fait ce qu'il veut quand même, quoi. Tu vois. Ouais, puis ça veut pas dire que c'est bon. C'est pas parce que c'est rentré dans ton cerveau que c'est bon. On a tous des chansons qu'on fredonne et qu'on n'aime pas. C'est comme ça, parce qu'on te les a rentrées presque de force, en fin de compte, Voilà, quelque voilà, part. c'est ça. Alors, Voilà. effectivement, le net plus ultra, c'est quand c'est bon et que ça passe. Ouais, ouais, tout Et à là, fait, tout à et fait. là, et là, tu fais un carton, quoi. Ouais, ouais. Ben, écoute, je vais croiser les doigts pour vous et Radio Naya sera là pour passer les morceaux, ça c'est sûr déjà. Merci à tous les auditeurs de Radio Naya, avec qui j'ai pu partager un moment. J'espère qu'ils ont pris autant de plaisir que